Merci, professeur Ouelzazi. Alors, si vous me permettez, je vais me mettre ici, à votre niveau, pour mieux voir les images. Voilà. Alors, je voudrais commencer, bien sûr, par remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette journée importante qui, bien sûr, traite d'un sujet tellement important sur le plan médical que sur le plan chirurgical, bien évidemment, qui est la prise en charge de cette épilepsie pharmaco-résistante. Alors, je vais rapidement passer sur les généralités, comme tout simplement pour rappeler que c'est vraiment un problème de santé publique et qui nécessite une prise en charge diagnostique, thérapeutique, qu'elle soit médicale, chirurgicale, mais aussi sociale. Très important, donc, aspect à souligner d'emblée. Alors, les moyens du diagnostic dont nous disposons, bien évidemment, il ne faut jamais perdre de vue le point de départ, ce sont les données électrocliniques. Très important. Très important, pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre, selon le type de crise généralisée ou focale, type de crise, bien évidemment, absence, crise avec aura ou sans aura, qui peuvent orienter déjà sur la région où l'on doit chercher le foyer épileptogène. Et bien évidemment, c'est ce qui va orienter nos investigations. Alors, les données de l'imagerie moderne, je vais directement, et vous le savez très très bien, ce sera essentiellement l'IRM. Et bien évidemment, la TDM, parfois, on la fera en complément selon ce que l'on découvre pendant cette imagerie. Les buts de l'imagerie, donc, on se rappelle toujours que l'objectif essentiel, c'est d'identifier une lésion. Identifier une lésion qui serait à l'origine de ces crises épileptiques, préciser sa topographie, à l'instar de ce qui vient d'être démontré par le professeur Chakour, essayer d'aborder avec précision toutes les structures qui sont impliquées par cette lésion, parce que cela peut avoir des conséquences importantes sur la prise en charge, notamment chirurgicale. Ne pas oublier de chercher les lésions associées. Ces lésions associées peuvent poser le problème du diagnostic. Quel est le foyer épileptogène? Est-ce que c'est cette lésion-là ou est-ce que c'est d'autres lésions qui peuvent être situées à distance? Ce qui va nous renvoyer, bien sûr, à corréler avec les données électrocliniques, le foyer indiqué par la vidéo-G ou bien par le EG, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici, est-ce que cette lésion que nous avons identifiée est réellement corrélée aux données électrocliniques? Et puis, bien sûr, on essaiera toujours de faire une approche métabolique et fonctionnelle qui va faire partie du bilan pré-opératoire, pré-chirurgical. Alors, les protocoles IRM que nous utilisons sont les suivants. On a des séquences dites morphologiques, auxquelles vous êtes familiers aussi. C'est des T2 axiales et coronales. J'insisterai beaucoup sur ce T2 coronal qui doit être en coupe fine, on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Le 3D flair, maintenant, qui nous permet d'avoir sur pratiquement toutes les machines des coupes inframillimétriques, voire millimétriques, et qui nous permet d'étudier la lésion ou les lésions dans les 3 plans de l'espace. Même on peut simuler des plans obliques pour aborder ces lésions-là. Le 3DT1, coupe inframillimétrique avec ou sans GADO, selon le type de pathologie qu'on va découvrir, bien évidemment. Et l'écho de gradient, qui est le T2 classique, qui nous permet, ou la SUI maintenant, qui est une séquence beaucoup plus développée, beaucoup plus importante pour la détection des calcifications, des dépôts d'hémosidérine, etc. Et puis, le deuxième aspect qu'on va aborder, ce sera les séquences métaboliques et fonctionnelles qui vont être adaptées en fonction du type de lésion et de la prise en charge thérapeutique qui va s'en suivre. Alors, nous réalisons bien sûr de la diffusion, selon le mode, bien sûr, imagerie, cartographie de diffusion, mais aussi la tractographie pour étudier la substance blanche, les faisceaux de substance blanche. Le professeur Chakour en a parlé tout à l'heure, des connexions qui sont tellement importantes à connaître, bien évidemment, et à mettre en évidence autant que possible pour aider le chirurgien à traiter convenablement ses patients. Les imageries de perfusion, et puis la spectroscopie par résonance magnétique, l'IRM fonctionnel, selon les cas qu'on s'est demandé par le chirurgien, selon les zones fonctionnelles et le compte, bien évidemment. Alors, nous allons distinguer l'épilepsie dite temporale et puis l'épilepsie dite extratemporale.
c'est les lésions donc hippocampiques ou des lésions du reste du lobe temporal. Et puis, extratemporal, bien sûr, surtout les lésions qui intéressent le lobe frontal et insulaire. Alors, on commence d'abord, première partie, c'est les aspects morphologiques, hein, bien sûr, qui font partie du bilan que nous devons réaliser tout le temps. On va d'abord étudier les anomalies de Simian. Ensuite, les anomalies morphologiques, en étudiant la morphologie des sillons, du cortex cérébral et de la substance blanche. Il ne faut pas du tout la négliger, vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura des exemples. Les anomalies volumétriques, notamment au niveau des formations hippocampiques et para-hippocampiques. Et puis la topographie de ces anomalies doit être précisée à chaque fois, bien évidemment. Je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été démontré par mon ami professeur Chakour. C'est juste pour vous montrer que l'imagerie actuelle en haute résolution permet d'avoir un abord très précis des formations hippocampiques qui sont très profondes, comme vous le savez très très bien, comme ça vient d'être démontré. Regardez, on peut parfaitement dérouler tout l'hippocampe et ses rapports avec la fimbria ici en noir. Ça ne pose aucun problème. En coupe coronale, on retrouve parfaitement tous les éléments qui ont été décrits par le professeur Chakour. Il n'y a pas les flèches, le sens des connexions bien évidemment, mais on va voir qu'avec la tractographie, on peut essayer de l'approcher. Le cortex de l'insula doit être très très bien étudié, regardez, on peut le suivre, chercher notamment les anomalies malformatives. Et puis voilà, premier exemple, c'est celui de la sclérose hippocampique. Sclérose hippocampique qui est une des causes les plus fréquentes qu'on retrouve dans l'épilepsie pharmacorésistante. Diagnostic assez facile. Alors attention, les formations limbiques d'une manière générale en IRM, en séquence flair, sont toujours plus importantes, plus hyper intenses que le reste du cortex cérébral. C'est pour ça qu'il ne faut jamais porter de diagnostic uniquement sur cet hypersignal. Il faut absolument que ce soit confirmé sur le T2, comme vous le voyez ici, hein, vous comparez. L'hypersignal que nous avons ici en flair est confirmé par le T2 coronal que vous avez ici par rapport au côté contralatéral. Deuxième élément, parfois cet hypersignal peut manquer. Mais alors, à ce moment-là, il faut chercher d'autres anomalies qui peuvent être soit associées à une sclérose hippocampique, soit pas du tout. Et ces anomalies sont les suivantes. Alors, c'est la réduction de l'index de différenciation substance blanche, substance grise. Regardez, je vais vous demander de regarder par ici, l'axe blanc du lobe temporal, qui est parfait en noir, en T2. Ici aussi en T2, mais un peu plus en avant. Regardez le côté contralatéral. Ou ici, bon, vous avez sclérose hippocampique, bien sûr, ça oriente, mais vous pouvez ne pas avoir d'anomalie au niveau de l'hippocampe, mais avoir une atteinte de cette substance blanche, hein, on n'arrive plus à distinguer le cortex de la substance blanche à ce niveau-là, ce qui témoigne d'un foyer de souffrance à ce niveau-là, bien évidemment. Les lésions tumorales. Les lésions tumorales, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais je cite ici les plus souvent retrouvées et les plus souvent retrouvées au niveau du lobe temporal en particulier ou au niveau frontal. Donc les tumeurs gliales arrivent en premier, notamment les astrocytomes, les oligodendrogliomes, les gangliogliomes, les dynettes. Les dynettes, c'est un site privilégié des dynettes, c'est le lobe temporal bien sûr, et qui sont génératrices de crises pharmacorésistantes. Les kystes arachnoïdiennes de la fissure choroïdienne, alors attention ici, tous les kystes de la fissure choroïdienne ne sont pas épileptogènes. Donc il faut qu'ils atteignent un certain volume et qu'il y ait une réelle compression de la déformation hippocampique et que ce soit corrélé aux données électrocliniques, bien évidemment, pour les retenir. Alors ici, un exemple de dynette, hein, d'une tumeur déplomentale des embryoplasmiques neuroépithéliales tumeurs, qui sont assez caractéristiques lorsqu'elles se présentent sous forme ici de lésions en nid d'abeille. Vous voyez plusieurs logettes qui sont ici déjà visibles en T1. Ici, l'hypersignal en flair qui touche donc l'hippocampe, mais aussi le gyrus para-hippocampique, voire même T4 qui déborde ici. L'injection de produits de contraste, alors j'attire l'attention, toutes les dynettes ne sont pas rehaussé par le produit de contraste. Alors, lorsque cette prise de contraste existe, eh bien, c'est soit nodulaire, comme vous le voyez ici, soit ça va être uniquement prise de contraste au niveau des cloisons de ces logettes que vous avez à ce niveau-là.
La deuxième lésion que l'on trouve très souvent impliquée dans l'étiologie de l'épilepsie pharmacorésistante, ce sont ces tumeurs assez caractéristiques de cette topographie qui est assez souvent la même qu'on retrouve chez ces patients. Ce sont les gliomes, ce sont des gliomes diffus de bas grade, mais qui impliquent des régions hautement fonctionnelles, qui sont donc frontotemporaux-insulaires le plus souvent, qui sont impressionnantes. Et le diagnostic est assez évocateur déjà en morphologie, mais la spectroscopie permet de conforter ce diagnostic. Regardez, cette augmentation de la choline avec un écrasement, un effondrement du NAA et la présence d'inositol qui signe le caractère glial de la lésion, qui du reste, encore une fois, je le dis, la morphologie suffit largement pour porter le diagnostic. Alors maintenant, côté des pathologies tumorales, vous avez des lésions, des anomalies du développement cortical. Anomalies du développement cortical qui peuvent parfois être faciles à reconnaître, mais aussi, il y a des cas, et on va voir des cas où c'est difficile de les reconnaître. Alors, il s'agit des dysplasies corticales, focales, des hétérotopies de la substance grise, des micro- ou polymicrogyries, différents syndromes sont décrits bien évidemment, etc. Tout ce qui concerne donc le développement du cortex cérébral. Alors ici vous avez un cas typique de dysplasie corticale focale de Taylor, hypersignal de la substance blanche, mais regardez la tête de flèche, elle vous indique qu'il y a cet hypersignal se continue vers le cortex cérébral. Ici c'est en coupe axiale flair. Et bien évidemment, en séquence d'inversion-récupération, c'est une séquence que j'aime bien ajouter parce qu'elle est très anatomique, elle permet d'avoir un bon contraste entre le cortex et la substance blanche. Donc, aspect typique. Mais se pose parfois le problème avec cette lésion que vous voyez ici en U et qui ne doit pas être prise pour une dysplasie corticale focale, mais c'est une nécrose laminaire corticale. D'accord ? Nécrose laminaire corticale, c'est une nécrose du cortex cérébral, lésion qui est tout à fait séquelaire. Et le diagnostic est assez facile parce que vous n'avez pas cette connexion que vous avez ici entre le cortex malade et la substance blanche qui se prolonge jusqu'au niveau du ventricule. D'accord ? Ensuite, dysplasie corticale focale, il ne faut pas toujours la chercher uniquement au niveau frontal ou pariétal, mais on peut la voir aussi au niveau du gyrus para-hippocampique, comme vous le voyez ici. Épaississement du cortex cérébral avec une petite zone en hypersignal T2, kystique, que vous voyez ici en flair. D'accord ? Donc c'est un autre lésion qui ne sont pas faciles à voir. J'avoue que s'il n'y avait pas cette petite lésion kystique, eh bien, on pourrait passer facilement à côté. La lésion kystique, et puis on regarde le cortex, eh bien le cortex il est épais, et on a cet index de différenciation substance blanche, substance grise, qui n'est pas conservé. En ce qui concerne une autre forme, c'est les hypertrophies, ou j'appellerais ça les amartomes du noyau amygdalien, du complexe amygdalo-hippocampique. Si vous regardez ici, vous comparez le cortex, le noyau amygdalien du côté gauche par rapport au côté droit, il est hypertrophié, voire même un petit peu hyperintense. Regardez du côté contralatéral, voici la corne temporale, voici l'hippocampe, et vous voyez ici une augmentation du volume de l'hippocampe. Et non seulement augmentation du volume de l'hippocampe, mais aussi vous avez un épicissement cortical du cortex piriforme, vous voyez ici au niveau du crochet, mais aussi au niveau de la partie antérieure de ce cortex. Donc vous voyez, c'est des lésions qui peuvent poser problème des fois, si on ne fait pas très attention, on peut passer à côté. Alors, à côté de ça, vous avez les hétérotopies. Alors, les hétérotopies nodulaires ou en ligne, qui sont des dépôts de substances grises qui n'ont pas migré, qui sont restés collés à la paroi épendymaire, eh bien, ils vous donnent ces images-là, vous voyez. Vous avez la corne temporale, l'hippocampe, et ça n'a rien à faire ici, ça doit être noir. Eh bien, c'est une hétérotopie nodulaire paraventriculaire temporale qui sont aussi pourvoyeuses de crises d'épilepsie pharmacorésistante. Donc, ici, vous en avez une autre, pareil.
Les micropolygyries ne posent pas de problème lorsqu'elles sont centrées par des sillons qui sont morphologiquement anormaux, hein, comme vous le voyez ici, comme vous le voyez ici, ça ne pose aucun problème. Donc c'est assez facile, c'est des petites circonvolutions qui viennent tapisser des sillons qui sont mal formés et qui plongent au niveau du lobe, au niveau d'une région du cerveau et notamment ici au niveau du lobe temporal. Les malformations artério-veineuses, bien sûr, sont aussi pourvoyeuses d'épilepsie pharmacorésistante. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, juste pour dire un petit mot des cavernomes. Les cavernomes qui sont souvent localisés au niveau frontal, comme c'est le cas ici, au niveau temporal, sont diagnostics très faciles. Tout le monde les reconnaît sans aucun problème par leur aspect, dans leur forme typique. Vous voyez ici, on les retrouve donc par cet aspect hétérogène avec de l'hémosidérine autour qui témoigne des remaniements hémorragiques continus au cours de leur évolution. Les lésions séquelaires. Alors les lésions séquelaires aussi, il faut les chercher parce que l'anamnèse ne les relate pas toujours et c'est au moment où nous faisons cet examen qu'on y pense et après on revient et on refait l'interrogatoire et on découvre souvent qu'il y avait des souffrances néonatales ou périnatales. Ces lésions peuvent se manifester donc soit d'origine vasculaire, c'est le syndrome HHE, les atteintes post-traumatiques anciennes, les post-infectieuses, et puis un cas particulier, c'est celui de l'encéphalite de Rasmussen qui peut être découvert. Mais déjà cliniquement et électriquement, il est évoqué. Il est évoqué parce qu'il y a des tracés particuliers, mais l'imagerie n'est pas toujours à l'aise pour la reconnaître. Alors, un exemple ici, où vous voyez qu'il y a évidemment un élargissement des sillons corticaux du côté gauche, que vous pouvez vérifier en diffusion, ici en T2, en flair, d'accord? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que c'est un syndrome HHE ou est-ce que c'est une encéphalite de Rasmussen? Parce que Rasmussen aussi se manifeste par une atrophie corticale plus ou moins localisée qui peut prendre tout un hémisphère. Alors, une astuce, il faut regarder, je l'ai mis ici, il faut toujours regarder le cervelet. Dans le syndrome HHE, on a une hémiatrophie cérébelleuse contralatérale. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le faisceau cortico-pontin, il part de toutes les aires corticales, il descend et il va croiser la ligne médiane au niveau des fibres transversales, ici au niveau du pons, pour aller vers l'hémisphère cérébelleux contralatéral. Donc, regardez le cervelet, il ne faut pas le négliger, hein, il peut apporter des éléments importants pour le diagnostic. Alors, nous abordons donc après cette première partie où on cible les images, enfin les lésions sur le plan morphologique, qui sont donc des aspects assez évocateurs, plus ou moins faciles à diagnostiquer, eh bien, on va parler un petit peu de l'apport de l'imagerie métabolique et fonctionnelle. Alors, l'imagerie de diffusion permet donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de dresser des cartographies, mais aussi de faire le tenseur de diffusion, c'est ce qui nous permet de faire la tractographie, de suivre les faisceaux de substances blanches. L'IRM de perfusion, qui est très intéressante, on va voir quelques cas tout à l'heure, parce qu'elle permet de mesurer le débit sanguin cérébral local et régional, bien évidemment, et l'IRM fonctionnel qui, elle, va nous déterminer l'activité neuronale, qui est bien évidemment proportionnelle à la consommation d'oxygène au niveau d'une région donnée du cortex qui est activée. Cette IRM peut être d'activation, mais aussi de repos. On pourra en dire un petit mot tout à l'heure si vous voulez, si on a le temps. La spectroscopie peut être intéressante également, on verra comment. Et puis les méthodes dont je ne parlerai pas, parce que ce n'est pas ma spécialité, mais on sait très très bien qu'elles sont importantes des fois lorsqu'on n'arrive pas à trancher sur le plan de l'imagerie. On a une discordance entre l'imagerie et la clinique et l'électroencéphalogramme. On fait quand même des explorations par PET scan ou SPECT. Alors la diffusion, je rappelle tout simplement et très rapidement, vous le savez, c'est la détection des mouvements browniens des molécules d'eau au niveau des tissus. C'est ce qui nous permet donc de voir comment les molécules d'eau circulent au niveau des neurones et surtout au niveau de l'espace interstitiel, qui va nous donner une cartographie sur cette circulation qui est plus ou moins contrariée. Alors lorsque la circulation
de ces molécules d'eau est libre, il n'y a pas de problème, l'ADC est élevé. Hein, l'ADC, c'est le coefficient apparent de diffusion. Hein. Lorsque cette diffusion est contrariée, comme vous le voyez ici, pour passer du point A vers le point B, ben, il faut faire beaucoup plus de chercher son chemin, puisqu'il y a un œdème interstitiel, où il y a une hypercellularité, etc. Alors, ainsi, c'est un cas qui a été, que j'ai eu à examiner. IRM réalisé 12 heures après la crise d'épilepsie. On trouve ces images-là et on porte le diagnostic de dysplasie corticale focale. Alors, c'est important, bien sûr, de souligner que c'est 12 heures après. Et quand on regarde la séquence de diffusion, vous voyez que nous n'avons plus autant d'hypersignal. Il n'est plus aussi étendu que sur la diffusion. Alors, l'IRM a été, donc, le diagnostic a été mis en réserve, quoi. On n'a pas retenu le diagnostic. Et puis, on a fait une IRM 2 ans après. Et regardez, qu'est-ce qu'elle nous montre? Ben, l'hypersignal, donc œdémateux, c'était de l'œdème post-critique tout simplement, a disparu. Par contre, vous avez votre foyer de dysplasie. Vous comparez le cortex insulaire à ce niveau-là. À ce niveau-là, il est épaissi, il est un petit peu irrégulier, hétérogène. Donc il y a bien une dysplasie corticale focale, mais tout le reste, c'est de l'œdème. Donc je voulais souligner l'intérêt de la diffusion, parce que la diffusion fait disparaître l'œdème. Si c'était pas de l'œdème, eh ben, on aurait quand même toujours ce cortex qui va être plus épais qu'ailleurs. Alors la diffusion, vu sous un autre aspect, c'est la diffusion, c'est ce qui nous permet de voir les faisceaux de substances blanches. Alors, on va privilégier pour la tractographie un sens. On va utiliser des séquences qui sont paramétrées pour suivre les molécules d'eau le long. On détecte le flux axonal. On sait très bien qu'il y a un flux axonal dans lequel sont les molécules d'eau. Eh bien, c'est ce qu'on suit. C'est ce qui nous permet de tracer, de suivre les fibres de substances blanches. Alors, après, vous avez des couleurs. C'est un codage informatique. Hein. Quand ça va de droite à gauche, c'est en rouge ou en orange. Quand ça va d'avant en arrière, c'est en vert. Et quand ça va de haut en bas, c'est en bleu ou en violet. Mais ceci est conventionnel. Hein. Vous verrez d'un centre à un autre. L'essentiel, on vous le précise. Et bien sûr, ça nécessite de connaître, bien sûr, l'anatomie précise et fine de la substance blanche. Alors, ceci peut être intéressant dans l'épilepsie cryptogénique, où vous n'avez pas de lésions évidentes morphologiques, mais vous pouvez détecter des anomalies qualitatives ou quantitatives de ces fibres de substance blanche dans le lobe temporal notamment. Alors voilà ce que ça donne. Donc ici vous avez tous les faisceaux pratiquement d'un hémisphère. J'attirais l'attention simplement sur le faisceau pyramidal que vous voyez ici, hein, puisque c'est un des faisceaux très importants qu'il faut absolument conserver. On a ici le faisceau temporo-occipital, dont a été évoqué par le professeur Chacoul tout à l'heure, le faisceau inciné. Et ce faisceau-là que vous connaissez qui est tellement important, c'est le faisceau arché, bien évidemment, est important à étudier, à visualiser, notamment lorsque vous avez à opérer un patient qui a une lésion sur l'hémisphère gauche, chez le droitier, et donc vous voulez savoir comment est-ce que le langage est intéressé ou pas. Voilà ici un exemple récent qu'on vient de voir dans le centre. C'est un gliome, vous voyez, hein, c'est le même que celui de tout à l'heure. Hein, des gliomes de bas grade, grade 2 même, on peut donner sans aucun problème. Chez un patient de 40 ans qui a une épilepsie focale pharmacorésistante. Donc vous voyez la tumeur est importante, fronto-temporo-insulaire, et vous voyez la tractographie. Regardez, en coronal, votre faisceau pyramidal, il est entièrement refoulé. On peut même aller plus loin. Ce que vous voyez ici en orange, que vous voyez ici et que vous voyez ici, c'est le faisceau arqué. Bon, c'est une coupe. D'accord? C'est le faisceau arqué, partie antérieure, partie postérieure. Ici, il est soulevé. Il n'est pas infiltré par la tumeur. Ça, c'est important à savoir à l'avance. Et on voit même les faisceaux temporaux-occipitaux que vous voyez ici en vert, hein, qui sont à ce niveau-là, qu'on retrouve un petit peu ici. On peut les suivre et on peut même extraire chaque faisceau. Alors, ça demande beaucoup de travail, bien évidemment, après, mais on peut extraire chaque faisceau et déterminer ses rapports avec la tumeur.
L'IRM de perfusion, alors, elle donne accès à la microcirculation sanguine des tissus nerveux, bien évidemment, et on peut la faire avec du contraste, du produit de contraste, injection dynamique qu'on va suivre au niveau du cortex cérébral, ou bien, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'ASL, Arterial Spin Labeling. C'est la technique de marquage de spin, c'est un contraste endogène. On n'a pas besoin d'injecter. On fait une saturation simplement des protons ici, puis on va les attendre au niveau du cerveau. On va voir comment ça circule au niveau de l'espace interstitiel, au niveau du cerveau. Alors les paramètres, c'est la cartographie de perfusion et puis le débit sanguin régional, bien évidemment. Voici ici un exemple de séquelles de souffrance néonatale. Et on trouve, si on regarde ici la séquence flair en premier, et puis on verra la séquence T2, eh bien on voit qu'il y a une anomalie de signal avec une perte de cet index de différenciation substance blanche, substance grise, n'est-ce pas? On est d'accord. Alors là aussi, c'est retrouvé parfaitement ici. OK? Alors, le seul problème qu'on avait, c'est que le foyer épileptogène qui nous est indiqué par le neurologue et l'électrophysiologiste, il nous dit que c'est à gauche que ça se passe. Et je vous assure, appelé professeur Wezeni, avec qui on travaille le plus souvent, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr? Il m'a dit, oui, je suis sûr, ça se passe à gauche. Eh bien, en faisant la séquence de perfusion en ASL, hein, c'est le contraste endogène, regardez, le foyer d'hypoperfusion, où est-ce qu'il est? Il est au niveau du lobe frontal gauche. Donc là, c'est plutôt corrélé par rapport aux données électrocliniques. Ça, c'est les lésions multiples, on peut passer. Alors, ça peut être intéressant aussi dans les troubles de la giration. Il y a des troubles de la giration, ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est assez facile. Quand vous avez un sillon qui est dysmorphique, facile à retenir, à reconnaître. Mais parfois, regardez ici, regardez là, ici, est-ce que vous voyez une zone qui vous paraît anormale au niveau du cortex cérébral? Honnêtement, j'ai beau regarder dans les 3 plans, en 3D, je n'ai pas retenu. Je fais la séquence de perfusion et regardez qu'est-ce que je trouve. Vous comparez à droite, gauche, ici, et c'est constant sur 2 coupes adjacentes, un foyer d'hypoperfusion qui est centré sur la région frontale moyenne. Et là, je retourne sur mes coupes morphologiques et je vois qu'ici, j'ai un sillon qui n'est pas tout à fait normal et des circonvolutions, vous voyez là, qui sont toutes petites. Là aussi, regardez, en coupe axiale, vous comparez à l'autre côté, hein, c'est facile. Vous voyez qu'il y a un foyer de micro-polygérie frontale à cheval sur F2 et F1. Alors, je terminerai par l'IRM fonctionnel et la spectroscopie. Comme vous le savez, c'est la relation étroite entre le débit sanguin cérébral régional et l'activité neuronale. Ça a été décrit déjà depuis 1890 par Roy et Sherrington. Comme quoi, les grands principes restent toujours de mise. Donc, c'est le bilan préchirurgical, bien évidemment. Elle nous donne des cartographies fonctionnelles, alors celles qu'on utilise le plus souvent, sensitives et motrices, mais aussi sensorielles, et aussi la latéralisation du langage, qui est très importante, bien évidemment, pour vous, quand vous allez aborder un patient. La mémoire, on ne l'utilise pas très souvent, mais ça peut se faire, bien évidemment. Alors, ceci, bien sûr, va nous permettre de nous renseigner sur la neuroplasticité, notamment dans les malformations corticales, dans les séquelles de souffrance périnatale ou dans certaines malformations vasculaires, où on voit que ces zones-là peuvent se déplacer par rapport à leur siège habituel. Alors, elle se base bien sûr sur les aires de Brodmann, comme ça a été rappelé par le professeur Chacoche tout à l'heure, et donc avec un petit peu cet onculus de Penfield. Voici ici un exemple d'un sujet qui est droitier, je pense, oui, un sujet droitier. On a testé la sensibilité et la motricité de la main. Vous voyez l'hyper-métabolisme que nous avons au niveau de la région rolandique. Et ici, nous avons le langage. Et on a une chose très importante, il faut toujours penser à faire le langage maternel et puis le langage et tester les langues qui sont acquises après.
Et quand on voit ici, ben, par exemple, Darija c'est notre langage parlé de tous les jours, eh bien, on a une importante activation du cortex périnsulaire, le Broca, le Wernicke, du côté gauche, de l'hémisphère gauche. C'était quelqu'un qui parlait français, mais qui l'a acquis un peu plus tard. Eh bien, regardez, où est-ce qu'il se localise, le français? Il se localise du côté droit. Et c'est intéressant, ça peut être intéressant. Je vais vous en montrer un exemple. C'est l'exemple de M. Azhari, un patient de M. Azhari. Donc, épilepsie, 19 ans, épilepsie temporale, pharmacorésistante, sous forme d'absence, avec vocalisation, astrocyte pilocytique temporale, temporomésiale gauche, et l'épreuve de fluence verbale, sujet droitier, je répète, et hémisphère gauche, eh bien, nous montre que les aires des langages sont latéralisées du même côté que de la tumeur, mais on est assez loin quand même des aires corticales du langage. Bon, vous pouvez le deviner, hein, mais c'est toujours important de se rassurer. Quand vous y allez, vous pouvez avoir une... Voilà, ce patient est intéressant parce que, bon, il a 40 ans, c'est un enseignant, il fait des crises convulsives. On diagnostique un gliome de Bagrad, temporo-insulaire gauche, je crois que le diagnostic peut être fait sans aucun problème. Et avant d'intervenir, c'est un patient de M. Azhari, justement. Voilà, il fait une épreuve de fluence verbale chez ce patient, l'hémisphère gauche et hémisphère droit, et on voit que, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une activation en langue maternelle qui est du côté contralatéral. Côté contralatéral, entièrement. Je fais aussi l'épreuve du français, je m'attendais à le trouver de l'autre côté, mais eh ben, il est aussi du côté contralatéral, on le voit très très bien. Notez l'activation de l'aire motrice supplémentaire, hein, comme vous le savez, intervient aussi dans le langage, pas uniquement dans la motricité. Donc c'était intéressant, vous l'avez opéré, je pense que ça s'est bien passé sans trouble de langage. Et donc c'est important quand même de le savoir à l'avance. Vous n'auriez pas été vous auriez beaucoup hésité à y aller si vous n'aviez pas cette cartographie d'avance. Alors, un autre patient, 19 ans, crise brave jacksonienne, gliome de Bagrad, c'est un astrocyte pilocytique, vous l'avez tous vu, n'est-ce pas? Rolandique, en plein Rolando, plein R4, quoi, on peut dire, partie moyenne, c'est l'aire de projection de la main et un petit peu de la face. Et on voit très bien l'IRM fonctionnel qui montre une activation du cortex rétro-post-central en arrière, comme vous le voyez ici. Et si j'ai fait aussi le bisou pour tester la motricité faciale, on peut faire ce mouvement au patient, et on voit très bien que là aussi, on a une activation loin de la zone, hein, vous voyez, en arrière, loin de la zone où se trouve la lésion. C'est un patient du professeur Hamdichi. Donc ici, c'était surtout pour montrer qu'il y a une neuroplasticité, un déplacement de l'aire motrice vers le cortex avoisinant. Ah, ça c'est un autre cas très intéressant. Donc c'est un enfant de 7 ans, droitier, et qui avait une épilepsie pharmacorésistante avec donc des crises complexes focales. L'IRM a montré, regardez ce que je vous ai montré tout à l'heure, dysplasie corticale focale. Regardez cette traînée qui va vers le ventricule, c'est assez évocateur de la dysplasie corticale focale. Donc c'est une lésion qui est operculaire, insulaire en même temps. IRM fonctionnel, c'est la zone bien sûr de la région faciale. On fait l'épreuve, hein, donc ça se passe à ce niveau-là, l'épreuve de la motricité par le bison, comme ceci. Eh bien, on voit très très bien qu'on est au-dessus de la zone où se trouve la dysplasie corticale, hein, puisqu'elle était au niveau à cheval sur le cortex de l'insula et l'opercule rolandique. Voilà, spectroscopie, rapidement, ça peut aider pour la caractérisation tumorale. Ici, une dinette, par exemple.
ou gangliogliome, ou gliome de bas grade. Ça peut être intéressant de les caractériser. Vous avez donc la cartographie métabolique ici, puis cette inversion des rapports choline-NAA, sans lactate, donc ce qui prouve qu'on est vraiment dans le bénin. La spectroscopie peut être bien évidemment intéressante parce qu'elle nous donne la distribution loco-régionale des métabolites. Elle permet de délimiter la zone épileptogène. Et dans les scléroses hippocampiques, eh bien, c'est intéressant de la voir et de faire les deux côtés, région temporale droite, temporale gauche. Et lorsque, justement, il y a une baisse du NAA des deux côtés, c'est de mauvais pronostics. Alors, il y a des techniques en évaluation qui sont déjà mises en œuvre dans certains centres. C'est la spectroscopie du GABA qui permet d'évaluer les effets un petit peu de certains médicaments antiépileptiques. Voilà l'exemple que j'ai pris à la littérature. C'est la partie droite, l'hippocampe gauche, l'hippocampe droit, et vous voyez que ce pic de NAA, eh bien, il est affaissé du côté droit où se trouve le foyer épileptogène. Merci pour votre attention.